Révolution IGF, grève au sein de l'entreprise Transco et aussi mise en place dans les entreprises publiques. Voilà les sujets qui vont faire l'analyse, qui vont faire l'objet de l'analyse dans ce Géopresse. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire qui se propose de vous offrir le grille de lecture pour comprendre l'actualité socio-économique en République démocratique du Congo, grâce notamment à l'analyse des journalistes de la rédaction des Géopolices. Aujourd'hui, comme toujours, l'équipe affiche complet pour débattre et analyser. Avec nous, nous avons Fiston Oleko et Edouard Funda. Bonjour à tous les deux. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Vous allez bien? Oh ouais, bien, nous sommes ici. Allez, nous allons démarrer cette émission avec le sommaire moralisation de la gestion en République démocratique du Congo. Bonne gouvernance, ces deux concepts semblent avoir trouvé leur gardien en République démocratique du Congo. L'inspection générale des finances se bat pour implémenter un nouveau mode de gestion. Ce service public inspire même la peur à certains gestionnaires publics. Rien qu'à l'évocation du nom de l'inspecteur général des finances, mais la surmédiatisation avec lesquels Jeff mène ses travaux ne risque peut-être pas d'ouvrir une voie à un abus de pouvoir. Nous allons analyser avec les co-débatteurs du jour. À la une également, un charroi automobile totalement rénové. Après juste quelques mois de sa relance, la société Transco est en plein tumulte. Cela fait 5 jours depuis que les bus Transco ne sont pas en circulation à Kinshasa. Le mouvement de grève se poursuit. Nous allons essayer de comprendre les raisons de ce mouvement. Mise en place dans les entreprises publiques avec les co-débatteurs, nous allons essayer de scruter l'horizon pour chercher à savoir quels sont les défis qui attendent les nouveaux gestionnaires. Géopresse, le débat est ouvert. Encore une fois, bonjour à Fiston et Edouard. Bonjour, monsieur Patrick. Fiston Oleko, cela fait 5 jours depuis que la société Transco a entamé le mouvement de grève, les travailleurs de la société Transco. Qu'est-ce qu'on sait de cette situation en général? La situation telle que, merci d'abord pour la parole, la situation telle que vous avez essayé de décrire en liminaire, c'est que il y a des mouvements, des grèves au niveau de la société Transco, et cela fait suite aux situations qu'ils vivent au sein de cette entreprise. Les agents de Transco réclament généralement 7 mois d'impaiement de leur salaire. Oui. Il y a aussi 20 mois d'impaiement de primes. Oui. Primes mensuelles qui revient à 50 000 francs congolais. Il y a aussi beaucoup d'autres revendications. On parle des licenciements abusifs et tout, qui fait que depuis lundi, malgré que le ministre ayant les transports dans ses attributions et dialoguer avec les branches syndicales de cette entreprise publique. Ouais. Et le mouvement de grève est toujours observé jusqu'à ces jours. Voilà, c'était un peu ça la situation en liminaire. Voilà, entre-temps, cela pose vraiment problème de mobilité à Kinshasa. On sait l'apport de ce bus Transco. Edouard Funda, nous savons que les agents Transco ont écrit une lettre au président de la République. Ils ont fait carrément un réquisitoire de l'actuel comité de gestion. Ils parlent même des gestions opaques, des ressources financières. Nous, on va pas épiloguer là-dessus au risque de tomber dans le déséquilibre vu qu'on n'a pas la version des faits du comité de gestion qui est incriminé. Mais tout de même, on va essayer de réfléchir. On sait que selon la lettre des travailleurs adressée au chef de l'État, c'est les recettes de Transco qui est censé couvrir les charges de salaire. Mais à partir du moment où ça fait 7 mois qu'ils ne sont pas payés, cela remet carrément en cause. Est-ce que le problème n'est pas le déficit même de ces recettes-là? Oui, c'est ça le vrai problème. Merci d'abord pour la parole, comme vous l'avez dit. Vous savez que Transco, c'est une entreprise qui a été relancée pour la 2e fois dans notre pays. Nous l'avons commencé avec le régime du Premier ministre Matata Ponyo, qui a mis en place c'était plus de 400 Transco, si je ne me trompe pas, oui, qui étaient en place et qui roulaient dans la ville de Kinshasa, bien qu'il y en a aussi qui vont à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur du pays, mais dans des provinces, bien sûr. Mais ces Transco, les agents des Transco ont commencé, même depuis ces temps-là, certains mouvements de grève, je crois que vous étiez au courant. C'est question aujourd'hui de la gestion.
Oui. Est-ce que les gens savent bien gérer ces Transco-là? Vous avez dit bien tantôt que nous n'allons pas trop entrer dans la gestion. Non, parce que... dans les accusations, il y a une litanie d'accusations, je ne peux pas les citer ici, parce que, bon, normalement, on aurait dû tenter avoir la version des faits du comité qui est incriminé. Certainement. Vu qu'on n'a pas la version des faits du comité incriminé, par souci d'équité et d'équilibre, on ne va pas répéter les accusations de travailleurs. On parle de gestion opaque, on parle de comptes fictifs, bancaires, tout ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette question qui existe et qui a persisté depuis plusieurs comités de gestion. C'est la question du coût, finalement, du tarif. Oui, c'est de ça que je parlais. Oui. Pendant l'ancien Transco, j'appelle ça l'ancien Transco, donc le Transco du régime du Premier ministre Matata, le transport était, le prix, donc le coût était toujours à 500 francs, avec des mêmes distances comme aujourd'hui. Alors moi, je me pose la question s'il s'agit du coût en réalité, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le prix du carburant ou bien le nombre des travailleurs qui a augmenté? Mais depuis toujours, le problème a toujours persisté. Moi je me rappelle qu'il y avait un gestionnaire qui disait carrément qu'il faut carrément multiplier même fois 4 ou bien doubler carrément le prix du tarif, passer de 500 à 1000 ou même à 2000. Justement, en économie, il y a ce qu'on appelle la vérité des prix et le prix que l'État met, surtout en ce qui concerne les services qu'il offre au public pour l'intérêt général. Transco, bien évidemment, c'est une entreprise publique. Lorsqu'elle a été créée, les prix étaient à 500 francs. 500 francs représentaient, en ces temps-là, presque 0,5 $. Aujourd'hui, 500 francs représentent presque 0,2 dollars comme ça. Donc, nous sommes passés de l'émiettement à l'émiettement. C'est-à-dire que il y a eu une déclaration du DG de Transco, Jackson Bongi, qui a dit dans un média de la place que déjà les prix là étaient vraiment insignifiants en 2000 lorsque Transco a été créé. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'économie, aujourd'hui avec l'évolution de la situation économique du pays, c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, de l'émiettement à l'émiettement. C'est-à-dire que le prix normal aujourd'hui, c'est 1 $. 1 $ revient à 2000 francs. C'est-à-dire que nous payons 4 fois moins que le prix qui devrait être appliqué. C'est-à-dire les charges financières de l'entreprise ou le comité de gestion de cette entreprise ne sait pas couvrir toutes les charges de l'entreprise parce que les recettes sont vraiment maigres et ça ne permet pas. Et voilà, c'est l'une des raisons ou l'une des causes de cette grogne que nous observons maintenant. Dire que il y avait mes gestions, oui, mais il y a aussi cet aspect-là des choses qu'on doit prendre en compte parce que bien sûr, c'est une entreprise de l'État, mais il y a aussi des charges qu'il faut payer. Soit il faut augmenter la subvention de l'État, c'est l'une des solutions, soit revoir justement le prix. On ne va pas se voiler la face. À Kinshasa, si vous n'empruntez pas Transco, il n'y a aucun bus qui vous offre ces services à 500 francs. Même de Yas, de 207, le matin, on paye 1000 francs, 1500 francs. Le soir, c'est encore plus. On va jusqu'à 2000 francs la course. Pourquoi seulement Transco? Transco, aujourd'hui, avec la grève, nous voyons ce qui se passe le matin dans les arrêts de bus. Et Transco, c'est plus de 80 personnes de la course. Lorsque ça ne fonctionne pas, ça cause beaucoup d'ennuis et ça pose un réel problème déjà dans la normalité, le problème de la mobilité des personnes. Et ça pose problème. Et ajouter encore l'absence de plus de 400 bus de Transco, ça pose réellement problème de la mobilité au niveau. Voilà, on a bien compris. Edouard Funda, est-ce que les arguments que Fiston avance vous semblent tenables par rapport à la grève, à la situation aujourd'hui? Oui, la grève, oui. Bon, certains arguments que mon co-débatteur ou bien mon confrère avance tiennent debout. Pourquoi? Parce qu'on doit, on est dans une activité économique. Il y a certaines réalités économiques qui devront être mises en place pour essayer un peu de sauver le Transco qui essaie un peu de disparaître. Moi, je crois que le Transco, c'est un service public. Un service public. Le prix n'est pas fixé comme tous les autres services privés parce qu'on tient compte de toutes les couches donc de l'activité économique, du pouvoir d'achat de toute la population. Alors, moi, je crois que la meilleure solution aujourd'hui pour Transco, ce n'est pas d'augmenter les coûts. Ce n'est pas d'augmenter les coûts, mais peut-être les subventions, augmenter les subventions de l'État.
N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut fixer les prix des Transco par rapport à ce que les directeurs généraux ou bien les chefs des services de Transco réclament, ça aurait aussi un impact. Vous savez, Transco a été Au mis niveau social. Oui, ça aurait un impact social. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent Mikondo jusqu'à Royal, payent 500 francs. 500 Ces mêmes personnes, le soir, s'ils ratent Transco, vous êtes vous et moi dans ce pays. Des fois, nous rentrons, et surtout que nous habitons aussi nos autres Tchangou. Vous sentez que les YAS vous font payer 2500. C'est pourquoi vous voyez toujours et toujours dans la route, les tronçons Kingassani ville, il y a des gens qui font pied, des moments qui font pied de la ville à Tchangou. Le matin, ils se réveillent et reviennent. Mais je crois que l'État devrait prendre beaucoup de responsabilités dans ce sens. Là n'est pas beaucoup augmenté. De peur que la situation économique est déjà chaos. Elle n'est pas chaos seulement du côté de la gestion de la chose publique, mais aussi du côté de la population avec le pouvoir d'achat. Alors, on croit que l'État, par d'autres mécanismes, par son pouvoir, d'essayer un peu d'augmenter les subventions des agents de Transco. Et moi, je voudrais aussi proposer quelque chose. Moi, je crois que les gens travaillent généralement ici au Congo, du matin au soir, tous les chauffeurs. Mais Transco, je crois qu'il y a un surnombre. Pourquoi? Dans Transco, il y a 2 chauffeurs pour un bus. Un chauffeur fait du matin à 12h et l'autre prend de 12h de 12h au soir. Oui. Mais dans certains services publics, le boulot commence à 8h, finit à 16h. Vous sentez qu'il y a un travail il y a un long travail. Donc vous proposez carrément qu'on dégraisse même le nombre du personnel. Automatiquement. Transco commence son travail à 5h pour finir 20h, 21h. 20h, 21h. Alors l'heure dans le code du travail, l'heure du travail c'est 8h. 8h. Les heures définies dans le code du travail, c'est 8 heures du temps. Moi, je crois que c'est de bonne loi que les Transco puissent travailler pour un bus de chauffeurs. L'État ne peut pas suivre ce qui se passe dans le secteur privé. Le secteur privé vise l'intérêt, vise son profit. Le capitalisme. Sauvage, mais l'État fonctionne ou dépend comment? Sur base de la raison, sur base des textes, sur base. Mais est-ce que, fiston, on sait que cette situation perdure depuis 7 mois, manque de salaire, mais est-ce que, comparaison n'est peut-être pas raison, le fait que l'État ait ordonné à Transco de réduire le nombre de passagers Covid oblige peut aussi avoir un impact sur les recettes généralement? Oui, normalement, pourquoi pas? Il y a un bus qui transporte plus de 50, plus de 60 personnes, aujourd'hui prend moins de 40 à 30 personnes. Normalement, ça aurait un coût, mais le problème des transports est vraiment fondamental que même ça vient justement amplifier un problème qui était déjà persistant. Voilà. Le problème aujourd'hui, l'État n'a pas seulement Transco comme priorité. L'État congolais a beaucoup de priorités et moi je crois qu'il faut partager la charge entre l'État avec ses subventions, mais aussi le public ou le passager qui essaie un peu d'augmenter le cagnotte pour que quitter par exemple quitter des Mikondo à la fonction publique, vous payez 500 francs. Si vous empruntez nos bus normaux des privés, vous allez payer pas moins de 2000 francs. Pas moins de 2000 francs. Mais arriver quand même à payer 1000 francs pour les Transco, ça sera aider le pays, mais aussi la société Transco. Couper la poire en deux, si on comprend bien. Edouard, aider les pays. Moi, je ne suis pas je ne les réjouis pas non plus. Moi, je ne partage pas un avis. Ça veut dire quoi? L'État ne doit pas suivre les privés pour laisser un chauffeur du matin à minuit, par exemple. Mais l'État ne doit pas non plus suivre les privés pour augmenter les prix de transport de Mikondo à l'autre. C'est vrai que nous avons tous parlé, nous avons été d'accord sur le service public. Donc, sa mission, ce n'est pas seulement pas vraiment l'extraction des recettes, mais aussi rendre des services à cette population-là. Alors, sur le temps de crise, moi, je crois que Transco a toujours fonctionné comme il a fonctionné. Nous sommes pendant les temps de Covid, il y a réduction du nombre de passagers, mais dans Transco, ça ne se fait pas. Vous et moi, nous sommes ici chaque soir, nous voyons comment est-ce que les gens remplissent les Transco, même le soir. Donc, l'activité des Transco continue à se faire comme ça se faisait avant. Alors, le problème dans ce qui se passe dans Transco, c'est que moi, je voudrais que plus il y a beaucoup d'argent, bien que c'est l'État qui donne de l'emploi, mais ce n'est pas seulement l'État qui est censé donner de l'emploi à toute la population, même dans des pays les plus développés. Ce n'est pas l'État qui a donné l'emploi à tout le monde. Alors, essayez un peu de réduire
si ça ne marche pas avec les subventions, parce que l'État aussi a beaucoup de priorités, fiston l'a dit, ce n'est pas seulement sur Transco qu'il faut s'apaisantir, mais réduire le nombre Mais tu ne penses pas que quand on réduit, on crée d'autres problèmes, parce qu'on va créer d'autres chômeurs et voilà. Mais quoi de neuf, rester chômeur et ne pas être payé? Vous demandez à un chauffeur de travailler de 5h à minuit. Non, même chez les privés, c'est compliqué. Voilà, mais il y a des heures de pause. Il y a de toutes les façons, de toutes les façons, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Ne pas travailler et ne travailler pour ne pas être payé. Non, Edouard, on travaille dans les règles de l'art. Voilà, donc on va pas vous mettre d'accord, on comprend bien, mais il y a une autre revendication, c'est que les travailleurs ont écrit au chef de l'État disant qu'ils sont payés au taux de 97. C'est-à-dire que si vous avez par exemple $100, le salaire est fixé en dollars. Si vous avez $100, on vous remet 97 000 francs, on vous dit que vous avez un salaire de $100. Cette revendication-là, il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai dit ça. La situation économique a évolué. La situation, si je peux emprunter les termes de l'homme en cravate rouge, la situation macroéconomique du pays a évolué. Oui. Mais Transco est restée un peu stagnante dans sa situation d'attente à l'heure de sa création. Oui. Il faut revoir le prix. Moi, je crois que c'est la solution. Le prix normal, les déjà dit, c'est $1 qui revient à 2000 francs. Oui. Vous avez dit ici, couper la part en D, reviendrait à fixer le prix à 500 francs. Vous savez, aujourd'hui... Là, on est maintenant au taux par rapport au salaire. Voilà, c'est ce que je dis, C'est-à-dire que c'est un réel problème, une grogne sociale, comme on dit. Vous payez quelqu'un par je ne sais pas combien autour de dollars, si c'est 200 ou $250, autour de 97, alors qu'il va au marché, tout bascule, tout a augmenté. Il y a la réalité sur terrain, mais ici, la réalité de ce que vous recevez, déséquilibre total. Ce sont des situations à revoir. Edouard Funda, c'est un réel problème pour quelqu'un qui a un salaire, par exemple, de $100. On lui remet 97 000 francs à la fin du mois, quand le salaire arrive, bien sûr. Mais 97 000 francs qui, en réalité, sur le marché, ne représentent même pas $50. C'est ça. C'est ça le vrai problème ici, dans Transco. Je vous ai dit, lorsqu'il faut toucher un certain point dans Transco, il faut voir aussi les intérêts de la population qui se trouve dans la population qui a aussi les mêmes problèmes économiques que l'État. Ce n'est pas seulement l'État. Dès que l'État a des problèmes économiques, cet impact-là tombe automatiquement sur la population. Augmenter, c'est mettre aussi la population en péril. Dès que vous augmentez les transports, vous allez vous rendre compte que dans des milieux où les gens se déplacent avec de longues distances et payer 500 francs de Transco, ça poserait un sérieux problème. Alors, dès lors que vous payez déjà quelqu'un, l'État fixe les salaires. Nous sommes dans un pays où nous avons notre monnaie. Vous fixez les salaires des agents, des fonctionnaires, donc des agents de l'État, en dollars. Oui. D'abord en dollars, mais vous payez avec un taux très malade de 97 qui n'est même pas $50. Oui. Parce que 97 000 ne vaut pas $50, c'est 49, quelque chose comme ça. Oui. Alors que la personne en soi sait que je gagne $150, ou bien je gagne $100, ce $100 là, il a $90. Alors que la maison à louer ne coûte même pas $50. Toutes les transactions, c'est équivalent. Vous sentez qu'il y a un impact sérieux sur l'ensemble de la population. Alors, moi, je reviens à la première proposition que nous avons suggéré, mon co-débatteur et moi. Moi, je voudrais que l'État essaye un peu d'augmenter les subventions à Transco pour permettre la solution à tous ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, Transco aura des problèmes. Si vous essayez de résoudre de l'autre côté, c'est pour que vous mettiez en péril les gens de l'autre côté. Donc, si on va en faveur des agents de Transco, c'est automatiquement mettre la population aussi dans la misère, qui est déjà dans cette misère-là depuis beaucoup de temps. Cette même population-là paye 1500 chez 207 et même, comment on l'appelle, l'esprit de vie ne paye pas 500 francs. Mais cette même population-là fait les pieds. Pas seulement fait. D'accord. Vous le remarquez, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas tout le monde qui est à mesure de payer 1500 francs. Là, j'ai dit, je pèse mes mots. Je sais que les gens souffrent. Transco est venu un peu donner du souffle à certaines personnes. Une maman qui va au grand marché, un jeune garçon qui se débrouille parce qu'il n'a pas d'emploi, il n'a même pas une marchandise à vendre au grand marché, mais il aide quelqu'un qui vend ses marchandises. À la fin de la journée, il a 3000 francs, alors il va payer presque la gratuité. C'est vraiment presque la gratuité, mais parce que c'est un service public. Voilà, c'est vraiment. Alors c'est à l'État d'assumer. Un grand débat, voilà, pour ce thème-là. On va passer à notre deuxième thème. La révolution IGF, moralisation de la gestion et bonne gouvernance. On a l'impression, fiston Léco, que l'IGF est une nouvelle structure. Pourtant, c'est une structure qui a toujours existé. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu. S'il faut dire quelque chose sur l'IGF, moi je crois que chaque pays, chaque nation, chaque État, chaque société organisée essaie un peu d'initier des mécanismes de contrôle de la gestion de ses finances, des finances publiques.
l'IGF aujourd'hui, mais il faut dire que l'histoire de l'IGF remonte à 1885 avec le roi Léopold II. Ah, Oui, oui, justement, après avoir pris le Congo de la manière que nous savons tous, ce n'est pas ça le débat, il a initié des mécanismes de contrôle qui s'est perpétué jusqu'à 1960. Mais l'IGF, le format, les missions que nous avons aujourd'hui remontent à 1978 avec Mobutu. C'est Mobutu qui l'a institué. Et après, de Mobutu à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'arrêtés ministériels, beaucoup d'ordonnances présidentielles qui ont essayé un peu de modifier le fonctionnement, les attributions, voire même les juridictions habilitées à juger les membres de ce service public. Et il faut dire qu'après 1978, en 1978, l'IGF était géré, ou ça était sous la tutelle du président de la République comme institution. En 2003, jusqu'à 2003, après Kabila, tous les événements politiques que nous avons connus, il revient encore entre les mains du président de la République en 2003. oui. En 2004, on a jugé bon de remettre ça entre les mains du ministère ayant les finances publiques en sa charge. Oui. Après ça, en 2009, c'était toujours sous Kabila. 2004 à 2009, Kabila reprend encore la tutelle de cette entreprise et jusqu'à aujourd'hui où nous voyons. Ce qui a fait que nous ayons aujourd'hui, qu'il y ait aujourd'hui cet engouement qui est autour de l'IGF, moi je crois personnellement que c'est une question de leadership, mais aussi question du souci de la bonne gouvernance. Et là, les faits sont têtus, les faits sont sacrés. Il faut dire que c'est par la volonté aussi du régime actuel que l'IGF a eu beaucoup plus de marge de manœuvre. Et même ceux qui ne connaissaient pas qu'il y avait une institution qui existait, qui s'appelait IGF, aujourd'hui c'est connu de tout le monde qu'il y a une institution qui s'appelle IGF qui travaille. Très bien. Edouard Funda, on sait qu'il y a la cellule nationale de renseignement financier, il y a la Cour de compte, mais qu'est-ce qui fait que c'est l'IGF qui est un peu au devant de la scène? C'est de l'IGF qu'on parle beaucoup. Pourquoi? Comment? Bon, je ne veux pas ici me répéter. Je crois que Fiston a essayé un peu de donner les grandes lignes. L'IGF a existé depuis beaucoup de temps. Alors, l'IGF, cette fois-ci, avec un autre leadership, je crois que l'IGF a le soutien aujourd'hui de beaucoup de Congolais. Pourquoi? Parce qu'il essaie de se mêler dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné le pouvoir à monsieur Alingueti, qui fait aujourd'hui le nom dans le pays. Tout le monde le connaît, même les petits le connaissent, alors que l'inspecteur général des finances de l'époque n'était même pas connu, parce que on sentait qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts dans la gestion des finances. Je crois que l'IGF fait un très bon travail. Voilà pourquoi il est connu. Il y a l'amplification de son nom. Bien, il a aussi beaucoup de sorties médiatiques. Oui, la médiatisation des actions de l'IGF, on va en parler. Mais est-ce que vous comprenez que à côté de l'IGF, il y a la Cour de compte, il y a d'autres structures. Mais pourquoi seulement l'IGF? Est-ce que il y a des prérogatives nouvelles qui ont été ajoutées à l'IGF? Non, il n'y a pas de prérogatives ajoutées à l'IGF. La différence entre la Cour des comptes et l'IGF, c'est que la Cour des comptes, c'est une juridiction financière. Oui. C'est-à-dire, il a les mêmes avantages que les membres de la Cour. Les membres de la Cour des comptes ont les mêmes avantages que les membres de la Cour de cassation. La Cour de cassation, vous savez, c'est le sommet, c'est le sommet, c'est le summum des juridictions de l'ordre judiciaire. Je ne suis pas juriste, mais on essaie toujours de s'informer. La Cour des comptes a le pouvoir de sanction. Oui. Mais l'IGF n'a pas ce pouvoir de sanction. La Cour des comptes travaille sur base des rapports annuels des entreprises publiques, du gouvernement central. Voilà pourquoi les ministères des Finances déposent chaque année la reddition des comptes, la loi sur la reddition des comptes. C'est-à-dire que c'était un rapport qui reprend les dépenses et les recettes que l'État a pu engranger à la fin de l'exercice. Voilà. L'exercice budgétaire. À la fin de l'exercice budgétaire. C'est de même avec les entreprises. C'est-à-dire, chaque entreprise, à la fin de son exercice, entreprise publique bien évidemment, à la fin de son exercice, va déposer un rapport à la Cour des comptes. Il y a même des sanctions prévues pour cela, au cas où vous avez dépassé le délai du dépôt de ce document. Mais l'IGF, c'est le travail de terrain. L'IGF, ses membres ne sont pas de magistrats. Par contre, contrairement à la Cour des comptes, les membres de l'IGF sont
ont des titres des OPJ, Ouais. des officiers de la police judiciaire. Ouais. L'IGF a 200 inspecteurs de finances. Les inspecteurs de finances qui sont sous la tutelle du président de la République. L'IGF n'a pas le pouvoir de sanction, l'IGF ne sanctionne pas. L'IGF est dans l'action ponctuelle, c'est-à-dire à chaque moment qu'il y a instruction soit du président de la République, soit d'une autorité politique ou administrative, ou soit d'une juridiction, ou soit encore de la dénonciation des tiers, l'IGF agit, ça n'a pas un temps défini. L'IGF, c'est à tout moment. Une fois qu'il y a comme dénonciation des tiers, il agit. Une fois qu'il y a une instruction du président de la République, il agit. Une fois il y a une instruction, ou soit une réquisition d'une juridiction ou soit d'une autorité judiciaire, elle agit. Voilà, je dis, elle agit. Voilà. C'est un peu ça la différence entre la Cour des comptes et l'IGF. Il faut dire aussi que les membres de la Cour de comptes sont jugés à la Cour de cassation, mais les l'IGF sont jugés à la Cour d'appel. Voilà, donc la Cour de comptes est sous tutelle de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que j'ai oublié aussi. Voilà, et Edouard Funda, on dit qu'il n'y a jamais un développement sans finances publiques assainies. Est-ce que selon vous, en regardant ce que fait l'IGF constitue-t-elle le gage ou bien la garantie pour les finances publiques assainies et un développement garanti? Il faut être de mauvaise foi pour essayer de mettre en cause le travail de l'IGF. Oui. Je crois que l'IGF fait déjà un grand travail. Vous savez, aujourd'hui, l'IGF fait peu. Oui. Quand on vous dit même dans votre province là que l'IGF arrive demain, c'est tout le monde qui s'arrange, on ne dort pas. Toute la nuit, on arrange les documents. S'il y a eu du vol, on essaie de brûler ce qu'on avait volé pour essayer de se conformer à la bonne gestion. Wow. Je crois que c'est déjà un pas très sérieux. Il faudrait que l'IGF travaille sérieusement. Continue à travailler dans la droiture, que ça ne soit pas ce que les gens racontent aujourd'hui, qu'il y a des partis près à l'IGF, il y a certaines personnes qui ont mal géré les finances publiques, mais qui ne sont jamais interpellées, d'autres comme ça. Mais moi, je crois que l'IGF devait rester dans sa bonne ligne, travailler comme il le fait aujourd'hui, parce que la population est contente. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un à la cité qui décourage l'IGF. C'est tout le monde qui acclame, arrêtez-nous les voleurs, nous avons notre misère à perdurer, nous savons durer longtemps dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, il y a un groupe d'individus qui essaient de s'accaparer des richesses du pays au détriment des autres. Il faudrait que tous ces voleurs soient arrêtés. Voilà. Moi, je crois que l'IGF est notre gardien aujourd'hui, notre même police, parce que apparemment notre police là abuse, mais l'IGF essaie de... Mais tout de même, quand vous regardez la surmédiatisation des actions de l'IGF, est-ce que vous pensez que c'est fait à dessein? Parce qu'il y a quand même un taux exagéré, je peux dire, de la présence des actions de l'IGF dans les médias. Est-ce que cette surmédiatisation n'est pas exagérée quand même? Moi, depuis longtemps, je n'encourage pas la surmédiatisation de l'IGF. L'IGF, c'est un travail, c'est une inspection, c'est une institution de la République, sous bien que sous tutelle de la présidence de la République. Moi, je crois que le travail de l'IGF devait se faire dans le silence. Et nos PJ, quand on vous arrête, quand la police... Mais quand même, est-ce que c'est pas fait à dessein pour décourager, pour essayer un peu de décourager les éventuels... L'IGF peut se mettre dans cette démarche-là, mais moi, je crains une chose. Je crains une chose. Il n'y a jamais eu la perfection dans le travail humain. Moi, je crois que l'IGF devait rester à faire son travail qui est à la surmédiatisation. Parce qu'il peut tomber sur un dossier. Il se trompe sur des éléments d'un dossier. Alors, automatiquement, il sera discrédité. Pourquoi? Parce que le travail fait a été surmédiatisé alors que la réalité est le contraire de ce que l'IGF a dit. Voilà. Je n'encourage pas cette histoire-là parce que je crains cet élément-là. Moi, je voudrais que tous les Congolais qui croient aujourd'hui à l'IGF continuent à croire à l'IGF parce que les actions sont concrètes. Plutôt, et que les gens sont arrêtés, sont interpellés, il y a des preuves et les gens sont amenés en prison. Alors je crois que l'IGF devait rester dans son travail qui est dans la surmédiatisation. Voilà, Fiston Oleko, il dit que l'IGF doit rester dans son travail et que aujourd'hui l'IGF fait l'unanimité selon Edouard, mais tout de même quand vous écoutez Jules Alinguete, l'inspecteur général, il lance des mots, Mami Biwana, les voleurs, des détourneurs, avant même le jugement d'un tribunal. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, par exemple, un abus de pouvoir? Moi, je crois que, avant de répondre à votre question, à l'abus de pouvoir, moi, je crois que la surmédiatisation de l'IGF est justifiée. D'abord, premièrement, ce que moi je veux dire, c'est que l'IGF travaille avec les gens qui travaillent, contrôle les entreprises publiques, les gouvernements, les services publics qui sont gérés par des gens qui sont naturellement surmédiatisés.
Écoutez, quelqu'un comme Kamere, quand il est arrêté, on va se demander qui a fait ce travail pour que Kamere soit arrêté. Ouais. Et c'est là qui fait en sorte que les caméras, ou soit Gilles Alinguete, ça tire les caméras de la République démocratique du Congo et aussi du monde. Et lui-même, Kamere, quand il était devant le juge, il donnait l'impression de regarder la caméra et de parler aux téléspectateurs. Voilà, aux téléspectateurs. Oui. Et quelqu'un qui a fait, peut-être qu'on arrête un dignitaire, une personne qui est surmédiatisée en République démocratique du Congo, justement, les médias ont aussi ce travail d'aller vers lui, se demander qui est cet homme-là, qui est celui qui a osé de faire ça. Ouais. Moi, je crois que c'est une conséquence. La surmédiatisation de l'IGF, c'est une conséquence du travail qu'il fait. Du travail qu'il fait. Du travail qu'elle fait, justement. Ouais. Il ne faut pas se fixer justement sur Jules Alinguete. Si il y aurait une autre personne, il y avait une autre personne qui aurait travaillé comme Jules Alinguete, je pense et je parie ici que tous les médias et de la République démocratique du Congo et du monde seront braqués vers cette personne-là. Tout de même, je vois Edouard Funda qui demande la parole. Vous avez posé une question sur l'abus du pouvoir. Est-ce qu'il n'y aura pas abus de pouvoir? Non, moi je ne crois pas que c'est abus du pouvoir. C'est que l'inspecteur général, chef de service, Jules Alinguete fait. D'abord, si vous suivez bien ces interventions, sont soit des réponses. Parce que quand il fait son travail... Mais quand il dit par exemple que le Sénat c'est le repère des voleurs, il se protège entre criminels et les détourneurs. Voilà pourquoi je parle de réaction. Quand, par exemple, il a fait son travail, il finit, il dépose le travail dans une juridiction, justement. Et la juridiction fait sa réquisition pour qu'on entende la personne concernée. Et c'est le Sénat qui se met là comme... barrière pour dire que non, on ne livre pas la personne, on ne livre pas, comme on dit, les loups ne mangent pas entre eux. En ce moment-là, c'est au-delà de tout, c'est aussi une personne. Je ne peux pas lui dénier le fait d'avoir des cartes, mais cela n'occulte pas le bon travail qui est fait. Moi, je n'ai pas honte de le dire par cette institution. Voilà, Edouard Funda, vous allez avoir la parole, mais on se demande, en cas d'écart justement, au cas où il se trompe, il peut se tromper, au cas où les inspecteurs se trompent, quelle est l'institution, bien la structure qui est là pour contrôler justement l'IGF, des éventuels écarts de l'IGF? Voilà, moi avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la communication de l'IGF. La communication, elle est normale. On ne refuse pas. Si l'IGF fait son travail et que les médias s'approchent de l'IGF, pourquoi l'IGF ne resterait pas seulement à dire ce qu'ils ont fait, par exemple, mais dire ce que vous avez... Je ne voudrais pas répéter tout ce que vous avez dit là. Parce que pour moi, je crois que pour une institution de la République, ce n'est pas trop normal de commencer à accuser les gens sans que les jugements soient rendus. Dire, par exemple, ce sont des voleurs, alors que la personne n'est pas encore jugée. Il y a ce qu'on appelle en droit la présomption d'innocence. Dès lors que vous faites un travail, vous remettez à qui du droit. Donc c'est la police qui arrête quelqu'un, il le remet aux magistrats, ce sont des magistrats qui jugent et démantèlent tout ce qui a eu lieu, et condamnent automatiquement. Vous, quand vous avez fait votre travail, ne faites pas comme des gens de la rue, comme ceux qui font, je vous dis, le média, vous savez, nous sommes journalistes tous, quand vous allez sur terre, que vous faites une enquête, vous avez des résultats, il y a un traitement qui s'est fait. Les traitements, s'il faut les comparer avec ce qui s'est fait à l'IGF, c'est ce que les magistrats feront après, c'est ce que les magistrats feront, allais-je dire, après que l'IGF ait présenté celui qui est présumé coupable. Alors, laissez à l'IGF de beaucoup parler. Accuser les gens sans qu'ils ne soient condamnés. Moi, je crains, comme je l'avais dit avant ici, qu'ils roupent dans l'une de leurs recherches. Ça veut dire quoi? Ils font une enquête et qu'ils ratent automatiquement un élément important et que la personne accusée médiatiquement, comme le fait l'inspecteur général de l'IGF, n'est pas en réalité un coupable. Qu'est-ce qui arrivera à l'IGF? C'est automatiquement tout le monde. Voilà, c'est tout le monde qui va commencer à dire non, apparemment l'IGF s'est trompé sur ces dossiers-là. Donc lui aussi est dans la complaisance, ne fait pas bien son travail. Moi, je voudrais que l'IGF continue à faire ce travail. Moi, personnellement, j'acclame ce travail-là. Mais qu'il le fasse dans le silence. S'il est silencieux, il fait son travail, il est connu, il se fera connaître. Après le temps, si la personne est condamnée, par exemple, les gens viendront vers l'IGF. Qu'est-ce que tu as fait pour attraper ces voleurs-là? Voilà qu'il est devant la justice, il a été incapable de prouver son innocence. C'est à ce moment où l'IGF sera connu, non, tout le monde saura automatiquement, c'est lui l'auteur, ou il est l'acteur principal dans tout ça. Mais parler avant la condamnation, on risque de revenir, de mettre l'IGF à pied. Les gens qui ont beaucoup chanté avant le match, après le match, ils perdent, le match se finit, vous êtes disqualifiés. L'IGF, s'il vous plaît, l'IGF n'est pas dans une logique de combat, perdre le match, non.
il y a un principe qu'on dit en droit de l'irresponsabilité du parquet. Ouais. Mais aussi, ça découle, ça va aussi de même avec les OPJ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir chez vous, je ne suis pas juriste et je répète, on peut venir chez vous, même si vous avez violé. Mais en réalité, vous ne l'avez pas fait. Mais le policier de l'officier de la police judiciaire vous dit que vous avez violé. On y va. Après l'audition, il s'avère que vous n'avez pas violé. En ce moment-là, le parquet ou l'OPJ est irresponsable de cela parce que, comme un médecin, il peut se tromper. Il y a beaucoup de gens qui sont morts par rapport aux mégardes ou par inadvertance des médecins. Hein. On ne peut pas arrêter un médecin par rapport à ça. Comment je vais dire? C'est une erreur du travail. Je ne dirais pas que c'est ce que l'IGF a fait. Tout ce que l'IGF fait peut aller dans le sens d'une erreur du travail, d'une erreur professionnelle. Non, c'est que l'IGF a des experts en domaine de finance, de droit, dans le domaine de l'économie. C'est-à-dire, quand on travaille, on est sûr de ce qu'on dit. On a vu ici blanchir un ministère de la Santé, patati patata, qu'il était dans les normes par rapport à la gestion de Covid-19. Oui, on a vu. Parce que l'IGF a constaté que ce n'était pas le cas. L'IGF a eu le courage de rebuffer et de faire un autre communiqué disant que le ministre de Santé, le ministère de la Santé n'a pas fait cela. Donc, on ne peut pas condamner un policier, soit un membre, soit un magistrat du parquet, pour avoir fait son travail dans ce sens-là. Voilà. Moi, je crois très vite, on va. Oui, moi, je crois certainement que Fiston m'a rejoint. Oui. Je ne mets pas en cause le travail de l'IGF. Oui. Je ne dis même pas que l'IGF peut arrêter, faire une enquête et que ça ne marche pas qu'il soit arrêté. Non. Qu'il fasse une enquête, par exemple, qu'il arrête la personne et la mener à qui des droits dans le silence. Mais ne pas parler des gens avant que ces gens-là soient jugés. Ça veut dire quoi? Vous arrêtez quelqu'un, c'est votre travail, n'est-ce pas? Quand un OPJ ou bien la police vient chez toi, ils te disent tu as violé. On t'arrête, on t'amène, si on te juge et que tout n'est pas coupable, on te laisse directement. Moi, mais quand la police, par exemple, Fiston, excuse, quand la police par exemple vient chez toi, ouais, on t'arrête et appelle les médias automatiquement, commence à dire Fiston c'est un violeur, il a violé l'enfant de 4 ans, on t'amène en justice. En réalité, Fiston n'a pas violé. Voilà. C'est la police qui est discréditée. C'est en termes de ça que je dis, je n'accepte pas que l'IGF fasse des propagandes avant même que des personnes soient jugées. S'il y a présomption d'innocence, il y a aussi présomption de culpabilité. Non. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de dire non, mais il y a en droit on dit présomption d'innocence. Voilà, on va passer à un autre thème, le troisième. Vous le savez peut-être, des remplacements ont été faits dans les entreprises publiques à titre intérimaire. On va faire un focus ici dans Géopresse sur l'OCC, le FPI et la CNSS, la Caisse nationale de, comment on dit, la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, Edouard Funda, vous avez la parole. Qu'est-ce que tente ce dossier-là? Voilà, ce sont des suspensions qui sont tombées il n'y a pas longtemps dans certaines entreprises publiques. Il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres. Ce sont des suspensions qui constituent des mesures conservatoires pour arrêter la mégestion selon certains arrêtés ministériels, comme celui du 13 juillet signé par le ministre de... Et ça, je ne vous coupe pas la parole, ça découle aussi du travail de l'IGF. Oui, ça découle aussi du travail de l'IGF. Ouais. Dans le silence, bien sûr. Alors, c'est selon le travail qui a été fait et que selon Donc, le rapport de l'IGF, comme nous l'avons dit, faisant foi, ils ont constaté que le ministère, ou bien les établissements et entreprises publiques sont victimes de mégestion. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui gèrent l'IGF, les établissements publics, plutôt, se font plus des riches au détriment des autres. Alors, après ces rapports-là, l'État s'est rendu compte qu'il faut d'abord commencer par suspendre les dirigeants et mettre en place d'autres équipes en attendant le rapport final de l'IGF devant les juridictions économiques du pays. Non, l'IGF a transmis déjà les dossiers, je crois qu'il s'est retiré, c'est maintenant à la justice de suivre et de confirmer ou d'infirmer ce qui a été dit par l'IGF. Voilà, c'est de ça que j'ai... C'est qu'il y a eu un travail de l'IGF au niveau dans les entreprises et établissements publics de l'État qui s'est déroulé du mois de décembre au mois de janvier et le mois de décembre et le mois de janvier, et le rapport a été publié au mois de mai si j'ai bonne mémoire.
comme vous savez, l'IGF travaille sous tutelle du président de la République, a transmis le document au niveau du président de la République. Et le président de la République, à son tour, lors du 8e Conseil des ministres, c'était le vendredi 18 juin, si j'ai bonne mémoire, c'était effectivement le vendredi 18 juin 2021, a instruit au gouvernement parce que le président de la République est le chef de l'exécutif. Quand on parle de l'exécutif, on voit et le président de la République et le gouvernement instruit maintenant le gouvernement parce que c'est lui le chef de l'exécutif de pouvoir suspendre tous les gestionnaires des entreprises concernés par ce rapport. Comme je l'ai dit tantôt, le travail de l'émission de contrôle de l'IGF s'est tablé sur les entreprises et établissements publics et il s'est avéré qu'il y a eu des sérieux faits de mégestion, détournements, avantages illégaux, création des structures budgétivores et comme j'ai dit, détournement des fonds et tout. Ce qui a fait que le président de la République instruit cela et les ministres se sont justement exécutés pour prendre des mesures conservatoires. Nous avons vu, il y a eu un toilettage, je ne sais pas si je peux l'appeler un toilettage technique. Toutes les entreprises concernées, tous les établissements publics concernés dans cet rapport ont subi justement les suspensions des mesures conservatoires. Voilà, nous sommes en train de chuter, je crois qu'il nous reste 2 minutes. Vous allez prendre la parole en 1 minute, vous brossez un peu le défi qui attend les nouveaux dirigeants, parce qu'il ne suffit pas seulement de changer les dirigeants, il y a des défis qui restent presque intemporels. Quels sont les défis au FPI, à l'OCC, à la CNCS, justement, de manière ramassée? Oui, à la CNCS, on a reproché au comité. Oui, mais le défi. Les défis, voilà pourquoi. Ouais. Voilà, on va commencer d'abord par les passifs pour aller vers les actifs. Oui, on a reproché les malversations et tout. Donc, le défi qu'il y a aujourd'hui, par exemple, à la CNCS, eh ben, c'est justement de pouvoir assurer son travail qui est celui d'appliquer les régimes de sécurité, de sécurité sociale en République démocratique du Congo, qui prend en compte aussi le paiement des pensionnaires. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont déjà pensionnaires, qui sont déjà des pensionnés, des retraités. Des retraités, voilà le terme approprié, mais ne bénéficient pas justement de leur dû. Et c'est vraiment un réel problème, mais aussi assainir la gestion quotidienne de cette entreprise. À l'FPI, moi je crois que le nouveau comité a un sérieux problème de maintenir le cap. Parce que vous savez, le comité qui était bien trouvé dans les caisses de cette entreprise. 7 ans et quelques millions, et aujourd'hui il a laissé 38 millions de dollars américains. Donc c'est lui qui arrive, doit d'abord essayer de revoir sur les côtés gestion, côté détournement, présumé détournement dans toutes ces entreprises et établissements, publics, mais aussi maintenir ces niveaux qui lui a été légué par le comité précédent. Donc si je comprends bien, vous faites l'éloge un petit peu du comité passé qui a... Non, je ne fais pas l'éloge. Non, si je comprends bien, c'est que le comité passé a multiplié les comités passés, oui, justement, ce sont les faits sont têtus. C'est qu'il y a eu un État... Il a trouvé l'entreprise dans un état X et il a laissé dans un état. Il a essayé un peu d'augmenter les caisses. Et voilà. Très bien. Edouard Funda, en 1 minute, vous allez aussi nous parler un petit peu de défis parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, je me répète, d'échanger la tête, mais aussi, il faut voir la politique qui a amené. Quels sont les défis à l'OCC, au FPI, à la CNCS? De manière ramassée, 1 minute, on va chuter. Il faut d'abord rappeler que ces suspensions n'ont que 3 mois. Ce sont donc après enquête et les rapports finaux de l'IGF, après vérification si réellement ils n'ont pas détourné, certains vont rentrer. Je voudrais aussi modifier, c'est un lapsus de la part de Fiston qui a parlé de 730 millions. C'est pas 730 millions, c'est 730 000 dollars. Il a trouvé 730 000 dollars à la caisse. Il a laissé plus de 38 millions de dollars à la caisse. Et ça, c'est pas du FPI avec le DG Patrice Kibonvoul. À l'OCC, vous savez, c'est moi qui suis expert maison de l'OCC. Je vais beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de défis qui ont été relevés par l'ancien DG lors de la réception du ministre de tutelle Jean-Lucien Boussa. Ils ont parlé des... Non, c'est Julien Palou. Jean-Lucien Boussa à l'OCC. Oui, ils ont parlé de... L'ancien DG a parlé des constructions des infrastructures et des laboratoires physico-chimiques. Il y a aussi des laboratoires microbiologiques, des laboratoires d'essais mécano-physiques, des contrôles électrotechniques et des contrôles métrologiques. Ça veut dire quoi? L'OCC devait construire
parce que il cherche maintenant à se mettre à la hauteur du système de contrôle international. Oui. Il veut construire beaucoup de laboratoires, mettre en place des laboratoires très efficaces pour assurer le contrôle de tous les produits extérieurs et intérieurs du pays. Il y en a beaucoup, vous savez, dans nos entreprises publiques, nous avons d'abord un pays qui a un système technologique un peu plus bas qu'ailleurs. Donc l'OCC a certains défis techniques, surtout que l'OCC, qui est l'Office congolais de contrôle, devrait avoir des matériels très efficaces et des laboratoires très bien équipés pour un peu essayer d'assurer un bon contrôle des produits extérieurs ou bien intérieurs. Je crois que j'ai énuméré certains défis. Il y a aussi les cadres légaux, il y a aussi la formation des agents, mais tous ceux qui ont remplacé aux établissements ou entreprises publiques où il y a eu des remaniements, ce sont des fils maison. Oui. Ce sont des fils maison. On suppose qu'ils ont entre eux le contrôle déjà de la maison. Ils connaissent bien la maison, ils connaissent les défis, parce que lorsqu'on a un chef, on reproche aussi certaines choses au chef, parce que le chef n'est pas Dieu pour connaître tout. Certainement, il y a des informations qu'ils doivent eux aussi amener étant qu'agents. Parce qu'entre agents, il y a des informations et des critiques qui se font que les DG n'est pas au courant. On suppose que ceux qui ont remplacé les anciens DG sont des fils maison. Ils vont continuer dans cet élan-là pour un peu booster et rencontrer la volonté du chef de l'État qui veut voir. Moi, ajouter qu'on a toujours reproché aux autorités politiques de pouvoir faire des choix selon les critères politiques. Mais cette fois-là, on a vu les fils maison, c'est-à-dire les technocrates qui ont l'occasion et l'opportunité de pouvoir faire montre de ceux qu'ils sont capables. C'est une occasion, on a vu des intérimaires faire des 7 ans, 8 ans ici au pays. C'est une occasion pour eux. Leur choix n'est pas guidé par des raisons politiques, mais par des raisons techniques techniques. Et c'est une occasion pour eux de pouvoir travailler afin qu'on essaie un peu d'échanger aussi cette vision et cette façon. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Voilà, il faut préciser simplement que c'est à titre intérimaire. Je vous remercie beaucoup, Fiston. On fait aussi des 8 mois ici, des 8 ans des années, on sait. On vous remercie beaucoup, Fiston Oleko, pour vos analyses toujours pertinentes. On remercie également Edouard Funda pour la profondeur de vos analyses. On va remercier aussi toute l'équipe technique derrière la caméra, ou bien les caméras, qui se sont affairés, en tout cas les techniciens se sont affairés pour la réussite de cette émission. On remercie également les téléspectateurs pour leur fidélité. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine. Merci.